Pour cette prochaine table ronde, nous allons aborder un thème qui réveille souvent quelques angoisses, changer de SIRH ou de logiciel de paye. Certains parlent d'Everest, d'autres de champ de mine. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de démystifier tout ça avec ceux qui l'ont fait, qui ont réussi à la fois à monter l'Everest et à éviter de se prendre une mine, mais qui sont sortis apparemment vivants et même plutôt bien. Merci d'accueillir sous vos applaudissements Céline Poujade et Kevin Audoui. Kevin, Céline, avant de commencer, vous connaissez le rituel. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Le micro fonctionne. Parfait. Alors, Céline Poujane, donc je suis ingénieure paye chez Nexence France. Ce que j'aime bien, c'est la question. Ça va? Ça veut dire... on sait très bien. Kevin? Et Kevin Audoui, je suis responsable de l'offre payroll chez Acton à destination des ETI. Parfait, le micro plus proche de la barbe. Plus proche de la barbe. Voilà. Si vous deviez raconter en quelques phrases le moment où vous vous êtes dit il faut qu'on change de solution. Alors, Ça serait clairement, quoi, dès Céline? que je suis arrivée chez Nexence, Voilà. l'outil était. En fait, je Ça, m'en suis c'est aperçue fait. tout de suite. Ouais, ouais, voilà. Je m'en suis aperçue tout de suite parce que l'outil, je voyais qu'il n'était plus du tout adapté. Il était vieillissant et clairement plus du tout à jour par rapport aux besoins qu'on avait. Par exemple, les gestionnaires de paye pouvaient attendre presque une demi-journée pour avoir le bulletin qu'ils avaient demandé le matin. Clairement, en termes de gestion et de contrôle de paye, ça compliquait beaucoup la tâche. Très bien. Kevin, côté prestataire, quelles sont les raisons les plus fréquentes qui poussent finalement vos clients à envisager une migration? Comme Céline l'a un petit peu évoqué, la première raison, ça va être l'obsolescence technique de la solution en place chez le client. On a aujourd'hui des législateurs qui sont quand même très très créatifs taquins, taquins, dans leur façon d'aborder la paye. Et il arrive en fait qu'il y ait des éditeurs qui loupent un peu ce virage-là, ce virage légal ou ce virage conventionnel. On en a un exemple précis là qui va bientôt arriver, hein, qui est le fait générateur. On y est, c'est 2027. Voilà, on a encore aujourd'hui des éditeurs qui ne font pas de rétroactivité. Donc, typiquement, c'est la raison principale de changement d'outil. Vous voulez ajouter quelque chose? Ah non, non, c'est clairement ça, oui. Ok. Si vous deviez, tiens, démonter une idée reçue sur les projets de migration, ce serait laquelle? Justement, vous l'avez évoqué, le champ de mine ou l'Everest. En fait, non, il ne faut pas avoir peur de la migration. La migration, c'est une formidable opportunité de remettre à plat ses façons de faire, ses règles, ses process, et puis de remettre en question un petit peu justement ces process qui peuvent être biaisés par l'ancien outil que vous aviez en place. C'est libérer un petit peu vos potentiels et toutes les choses qui sont des freins actuellement dans votre production à la fois RH et paye. Alors, on sait très bien que le changement, ça fait toujours un peu peur. Donc, c'est un peu les raisons pour lesquelles je pense que ça doit freiner. Est-ce qu'on peut migrer un SIRH sans aller s'arracher les cheveux? Et pourquoi? Alors, je ne porte pas de perruque, ce sont mes vrais cheveux. Parce que Donc, je les ai toujours. vous avez migré votre SIRH? Alors non, mais Voilà, j'accompagne en fait tous ces clients. J'ai bien envie de sûr. dire, le premier conseil, en gros, c'est de la préparation. La préparation, ça passe par quoi? Ça passe par bien consolider et harmoniser en amont un petit peu toutes ces règles de paye. Deuxièmement, ça va être de correctement dimensionner son dispositif pour le projet. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vont devoir à la fois gérer leurs récurrents, gérer leur paye, mais aussi devoir dédier de leur temps au projet. Céline, vous avez aussi vos cheveux, donc Oh, moi, j'ai tous mes cheveux, oui, je voilà. confirme. Donc, est-ce qu'on peut migrer un SIRH sans s'arracher les cheveux? Alors, on va en perdre quelques-uns quand même, clairement, parce que c'est beaucoup de stress, mine de rien. Il y a le courant plus le projet. Alors, en plus, nous, on a migré 2 projets en un. Enfin, on a changé à GTA, mais on en parlera un peu plus tard de ça. Oui. Mais oui, clairement, c'était très stressant.
derrière, ça s'est quand même relativement bien passé. Bon, ça va, donc mission accomplie, Kevin. Quel a été le choix structurant ou décisif de votre projet de migration? Alors, on était sur SAP à l'origine, qui est un logiciel qui est quand même assez facile d'accès et facile d'utilisation. On voulait garder quand même ce côté user-friendly. À côté de ça, on voulait un logiciel qui gère facilement la rétroactivité, ce qui n'était pas le cas de SAP, où on devait, en cas de d'augmentation rétroactive, calculer à la main les primes qui étaient liées au taux horaire, donc autant dire très compliqué quand il y avait des augmentations générales. Et quelque chose, et aussi un logiciel qui, et pour le coup c'est le cas de HRU, qui a un outil de contrôle de la DSN intégré, qui fait quand même gagner pas mal de temps. Alors on a parlé de DSN Control tout à l'heure, où j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher plus sérieusement, mais clairement tous ces aspects-là nous ont fait choisir pour le coup HRU, parce que toutes les propositions qu'on avait à côté, il manquait la partie rétroactivité. Et là, pour le coup, ça fonctionne très bien, voire parfois trop bien. Alors comment justement on reconnaît, j'ai envie de dire, une bonne préparation et comment, on embarque, en interne pour justement faire en sorte que tout le monde fasse front, si je puis dire? Alors, il y a plusieurs points. Le premier point, j'ai envie de dire, ce serait d'avoir correctement, en fait, identifié les sachants, les responsables de domaine, d'avoir des instances dédiées à l'échange avec ces sachants et avec tous les acteurs de manière générale. Le deuxième point, et ça va être un petit peu une redite, mais ça va être la préparation et l'harmonisation un petit peu de toutes vos règles de paie et de tous vos process en amont de la phase de conception. Il faut savoir quelque chose, en fait, un projet, euh, on ne rattrape pas le retard qu'on prend au départ. Après, on fait ce qu'on appelle courir après le projet. C'est une expression qui est connue un petit peu de tous les gens qui font du déploiement. Et donc, en fait, tous les retards qu'on va prendre au départ, eh ben, ils vont s'additionner, ils vont s'additionner, ils vont s'additionner. Donc, mieux on est préparé dès la phase de conception, plus on met des chances de notre côté d'avoir une mise en prod qui sera sereine. C'est ce qui s'est passé pour vous, Céline? Vous avez, en termes de Euh, préparation et embarqué aussi, vos alors, collaborateurs? nous, ça a été un petit peu particulier parce que on a fait la migration des deux systèmes GTA et Pay en 9 mois. Donc, ça a été un peu sportif. Ce sur quoi on n'a peut-être pas assez pensé, c'est le dimensionnement de l'équipe. Euh, et bon, on a essayé de mettre en place un vrai suivi de projet avec les gestionnaires de paye pour vraiment les intégrer au projet. Certains suivis, d'autres pas. Clairement, hein, on a eu quelques pertes depuis. Par contre, il faut bien, bien effectivement communiquer avec notamment le juridique social pour tout ce qui est usage, accord, parce qu'on a une dizaine d'établissements. On a encore quelques découvertes encore aujourd'hui, alors qu'on avait essayé de faire pardon, de récupérer tous les éléments dont on avait besoin pour le projet, mais bon, vraiment le message n'est pas bien passé. Alors, vous parlez justement de cette peut-être de cette, ce dimensionnement que vous n'avez peut-être pas su anticiper. Est-ce qu'il arrive, Kevin, d'avoir des clients qui ne sont pas prêts, qui pensent l'être, peut-être? Et c'est quoi pour vous les signaux d'alerte, si je puis dire? Alors, c'est plus fréquent qu'on croit. Parce que d'un côté, on a les décideurs qui vont initier un petit peu le projet et on a après les opérationnels, ceux qui vont vivre le projet. Et dans la tête d'un décideur, on se dit toujours qu'on a l'effectif suffisant pour mener à bien les projets. Parce que à mes opérationnels, ils ne me disent jamais non et ils vont prendre la charge supplémentaire. C'est quand même rarement le cas. Il faut savoir qu'un projet, c'est quasiment, alors en fonction de la taille de votre entreprise, hein, mais c'est quasiment du temps complet pendant le projet. Et il ne faut pas hésiter, si vous n'avez pas les ressources en interne, à demander à vous faire accompagner par une aide de mise en œuvre ou recruter en interne sur un temps court. Hein. J'ai des clients qui le font parfois en intérim, des gens qui vont pouvoir assurer la production de la paye pour justement laisser du temps libre aux opérationnels pour être dédiés entièrement au projet.
Vous parliez à l'instant, Céline, de cette notion peut-être de dimensionnement que vous n'avez peut-être pas suffisamment anticipé. Pendant la migration, quelle était la chose à laquelle vous n'étiez pas vraiment préparé? La charge, la double charge de travail. Euh, Notre outil GTA n'était pas dimensionné en fait initialement pour l'outil HRU, donc on a dû monter de version pour HRU sur notre outil GTA et du coup gérer la montée de version GTA plus la migration vers HRU. Clairement, toute seule, c'est compliqué. C'est même très compliqué. Alors, mes responsables étaient là en soutien, hein, clairement, mais en termes de connaissance paye pure, ma N+2, enfin, clairement, c'était pas son métier, hein, donc elle nous aidait beaucoup autant qu'elle pouvait, mais elle pouvait pas tout faire. Ils avaient recruté quelqu'un pour me remplacer sur mon poste de paye, enfin de ingénieur paye, mais derrière, les gestionnaires de paye revenaient quand même vers moi. Ils n'allaient pas vers elle. Du coup, j'avais eu, je vais pas dire une triple charge, mais pas loin. Ça a été 9 mois assez intenses, sportifs, mais bon, j'en suis sortie vivante et avec tous mes cheveux. On est ravis de l'apprendre et ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, alors du coup, c'est quoi le moment le plus critique finalement à gérer? Le passage en production. Parce qu'en plus de la double montée de version, on est en décalage de paye. Ce qui fait que pour passer sur la paye de janvier, il fallait que les RH de site aient validé les éléments de la paye, enfin les éléments de temps de décembre. Donc ils avaient jusqu'au 5 janvier. Derrière, il y avait une dernière petite RDD à faire côté entre Acton et moi. Donc ce qui fait que les gestionnaires de paye ont eu approximativement 7 jours pour faire la paye de 3000 personnes. Donc ça a été très sportif, très intense, mais pour le coup, ils se sont tous prêtés au jeu, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Ce qui fait que, alors oui, on a eu des erreurs de paye, forcément, on en a eu quelques-unes, mais qui ont fini par être résolues assez rapidement derrière. Alors, est-ce que pour autant il faut avoir peur de ce, j'ai envie de dire, de ce jour J de la bascule? Alors pas forcément, nous c'est juste que je pense qu'il nous a manqué clairement 3 mois, au moins 3 mois de travail Ok. derrière d'anticipation. Mais on aurait eu ces 3 mois, ça se serait passé beaucoup plus sereinement, User friendly, là, du coup. complètement. Donc c'est cette notion de dimensionnement dont Ouais. vous parlez, hein. Oui. Pardon, Kevin. Non, mais je rejoins Céline, hein, personne n'est serein pour une mise en production. J'ai envie de dire, les seules choses qui vont nous prémunir et faire un petit peu descendre le stress, c'est d'avoir un plan de bascule bien établi, que tout le monde puisse se mettre en fait en mode pilote automatique. On suit un script. Finalement, toutes les tâches, elles sont identifiées, elles sont datées, et on a un acteur assigné à ces tâches-là. C'est vraiment ça qui va faire que tout le monde va se mettre un petit peu en ordre de marche, puisque ça va être vraiment un tableau de marche, le plan de bascule. Et pendant la transformation, pendant ce changement, est-ce qu'il y a un moment peut-être où là vous vous dites ça va déraper là? Est-ce que ça existe? Alors, on le voit ça, mais à la limite, on va le voir dès la phase de conception, puisque dès la phase de conception, on va voir si on a bien identifié les éléments moteurs chez notre client. Et c'est dès cette phase-là qu'on va se dire, ah, il va falloir vraiment que je marque un petit peu plus à la culotte, parce que si je ne le fais pas, si je ne le cadre pas, finalement, sur chaque étape, on va additionner des éléments. Et en fait, comme la mise en prod, ça cristallise un petit peu toutes les tensions qu'on a eues dans l'année. C'est l'aboutissement d'un an de travail, hein, puisque au-delà du projet, il y a souvent du travail amont Bien sûr. pour les équipes RH et les équipes paye. Eh ben, cet Everest-là, c'est le planter de drapeau. Le planter de drapeau au haut de l'Everest. Ok, un an après une migration. Ah, c'est pas mal. Parce que le planter de bâton au champ de mine, c'est pas terrible. Un an après une migration, qu'est-ce qui a vraiment changé pour vous au quotidien? Alors clairement la fluidité. Ok. Un gestionnaire de paye qui peut avoir un bulletin de paye dans les 30 secondes, clairement, ça aide quand même beaucoup à la sécurisation des données et au contrôle de paye. Moi, personnellement, pour la DSN, clairement, c'est clairement mieux qu'avant. J'ai des retours tout de suite immédiats. Enfin, je sais tout de suite si j'ai une anomalie bloquante dans ma DSN, ce qui n'était pas le cas avant. Après, ce double projet nous a permis aussi de remettre à plat pas mal de process Mhm.
Et en fait, ça nous a forcé à remettre nos process clairement écrits, à retravailler les accords, à essayer de dénoncer des usages. Alors, c'est plus ou moins facile, hein, mais en tout cas, à minima, d'avoir un écrit qu'on n'avait pas forcément avant, parce que des usages chez Nexence, il y en a un paquet. Et encore aujourd'hui, hein, on travaille dessus, mais il en reste encore beaucoup trop. Qu'est-ce que vous ne referez plus comme avant? Ah non, on ne referait plus ça, non, clairement pas. Alors déjà, on a changé de responsable juridique social, donc ça aide. C'est qu'elle est beaucoup plus dans le travail d'équipe et dans l'échange qu'il ne l'était avant. Et ça aide beaucoup, ça aussi. Ça, c'est fait. J'ai passé un petit message. Oui, voilà, c'est ça. Si vous deviez maintenant convaincre un DRH ou un DSI encore hésitant, quel serait votre argument massu, comme on dit, en tant que journaliste? Alors, justement, ne pas mener forcément 2 projets en même temps. Mais Confirme. un projet, ça se fait, hein. Elle a survécu, on l'a mis en production. Mais j'ai envie de dire que c'est vraiment une opportunité. Venez en discuter avec nous sur notre stand. Comment transformer justement ce champ de mine en une réelle opportunité pour votre organisation. Ce serait ça mon argument massif. Parfait. Si. Ah ben, j'ai rien de plus à ajouter à ce que vient de dire Kevin, si ce n'est que ne pas hésiter aussi à se rapprocher d'Acton. Enfin, nous, on a beaucoup échangé avec Acton et j'échange encore beaucoup avec eux aujourd'hui sur certaines problématiques. Ils sont venus sur site pour former les gestionnaires, ils ont été disponibles pour les échanges, etc. Là-dessus, on n'a pas eu de problématique particulière. Bah, après, c'est vraiment en interne où il ne faut pas hésiter à bien dimensionner l'équipe, comme on disait tout à l'heure, et à échanger avec les personnes qui seront impactées dans tous les cas. Bien sûr. Très bien, parfait. Merci infiniment, Céline, Kevin. On va prendre quelques questions depuis la salle, ou éventuellement, même pas éventuellement, ou depuis Internet, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez des questions? On a été trop clair. Ça fait depuis ce matin, c'est d'une clarté. Marianne? Pas de questions sur le chat. Ben voilà, ben c'est très bien. Donc effectivement, c'était très. Alors ça, c'est typique, hein. C'est-à-dire que quand on pose J'allais la poser le question, micro. est-ce que vous voulez poser une question? Il n'y a personne. Et puis dès qu'on dit que c'est bientôt fini, bon, allez, d'accord, j'y vais. Avec grand plaisir, allons-y. J'ai fait des migrations, moi aussi. Si vous deviez refaire le même projet aujourd'hui, qu'est-ce que vous ne referiez pas? Alors, c'est ce que disait Kevin tout à l'heure, je ne ferai pas le projet de montée de version de la GTA et la migration de paye en même temps. Clairement pas. Et puis, on se donnerait 3 mois de plus. D'accord. C'est vraiment les 2 points principaux qui m'ont bloqué, qui m'ont plus posé de problèmes sur le projet. J'avais posé cette question, je crois. Et n'hésitez pas effectivement à convaincre vos décideurs de laisser du temps, de vous laisser le temps. Vous ne gagnerez rien à contracter le temps dans votre projet. Je vous le dis. À bon entendeur. D'autres questions? Parfait. Je vous demande d'applaudir à nouveau Céline et Kevin. Merci beaucoup.